Bonsoir. Bonsoir. S'il y a des personnes. Collaborateur aussi de Thomas Gassiou, chargé particulièrement de la communication, étant donné que mon métier originel est journaliste, pendant 20 ans à la police. Ex-collègue, ex-boulot. Arnaud, tu veux te commenter? Arnaud Trenet, je viens de Vernaison, enfin pas dans la construction, depuis Petite Saint-Genis-Laval. Je suis stagiaire, j'ai fait une formation en droit, je suis là pour apprendre un peu d'affaires publiques. Avant de continuer tes études l'année prochaine, sans doute. Donc, Thomas Gassiou, donc député, vous me connaissez sans doute parce que j'ai été maire de Saint-Symphorien-sur-Coise, j'ai été élu à Pommet pendant 7 ans, puisque c'était un mandat de 7 ans à l'époque, et puis différentes fonctions locales, comme Pierre, vice-président de la communauté de communes, président du syndicat des eaux des Monts du Lyonnais, dont adhérent bien sûr Salon-de-Mousset, et puis 70 communes aux alentours. Et j'étais chef d'entreprise pendant 10 ans, mais j'ai dû mettre en suspens mes activités professionnelles le temps du mandat de député, qui est très, très prenant. J'en profite avant de terminer le tour de table pour dire qu'on accueille quelques personnes qui sont connectées sur place. Aujourd'hui, on est dans le cadre des présences communales mobiles qu'on organise chaque semaine dans une commune différente de la circonscription. Cette semaine, c'est un peu exceptionnel puisque c'est la première qu'on ne tient pas le jeudi, parce que pour être présent au marché au Beau qui a lieu le lundi à Salon-de-Mousset, donc on en aura exceptionnellement 2 cette semaine, puisque demain matin, je pars très tôt à 6h à Paris, mais on reviendra jeudi à Sainte-Consorce, puisque je ne sais pas si vous avez une idée de la circonscription qui est très très grande. C'est les 14 communes de l'ancien canton de Salon-de-Mousset, c'est les 10 communes de l'ancien canton de Saint-Symphorien-sur-Coise, donc ça fait la partie rhodanienne des Monts du Lyonnais, tous les vallons du Lyonnais, donc des communes comme Messigny, Turin, Sainte-Consorce, Brindat, Brignais, Vourles, que vous connaissez peut-être, et également des communes de la métropole, comme Saint-Genis-Laval, où est élue Fabienne, Charbonnières-les-Bains, Saint-Genis-les-Odières, Craponne, voilà. Donc ça fait un très grand territoire de 130 000 habitants avec une 50aine de communes. Et donc, malgré la taille de ce territoire, on essaie d'avoir des actions locales comme ça pour garder la proximité le plus possible. Et on a passé une super journée avec Pierre depuis ce matin 9h, avec le marché au Veau, le passage en revue d'une grande partie des projets de la commune. On a pu déambuler à pied un peu, voir pas mal de monde aujourd'hui. On a déjeuné ensemble et puis cet après-midi, on a visité 3 acteurs en particulier. L'entreprise Care, donc, qui travaille dans le milieu médical, qui est une très belle entreprise de Saint-Laurent. L'entreprise Second, qui fait de la menuiserie aussi industrielle, on peut dire, mais tout en maintenant un haut niveau de qualité. Et puis une exploitation agricole de chez Manu Gaillet. Ouais. Et enfin, à chaque fois que je suis dans une commune, j'essaie d'avoir une permanence d'au moins 1 heure quand des personnes souhaitent me rencontrer individuellement. Et puis là, c'était le temps à 19h un peu plus ouvert, alors qui n'est pas encore totalement ouvert en mode réunion publique parce que les contraintes sanitaires s'y prêtent pas tout à fait, mais donc on a un mixte avec les personnes qui souhaitent à la fois participer en visioconférence ou en physique, sachant que depuis 6 mois, on fait ça le jeudi à 19h. Donc, les gens qui veulent me parler, on se connecte le jeudi à 19h. Bon, là, je vois qu'il y a quand même quelques personnes qui sont connectées. D'ailleurs, je ne sais pas si vous nous entendez bien, les personnes qui sont en ligne. Voilà, n'hésitez pas à interagir quand vous le souhaitez. Voilà ce que je voulais dire. Il y a Ludo qui est arrivé, il faut se présenter. Ouais. Bonsoir, Ludovic Carrel, adjoint à la commune, en charge de l'agriculture. Avec Roger aussi un petit peu sur la partie des bâtiments, et puis toute la partie ordures ménagères. Donc, Ok. Bon, très bien. Pierre, comment on fait? On aborde un peu les sujets comme ils viennent. Donc, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose de particulier. Moi, si, je souhaite intervenir. Déjà, je voudrais. Je suis très heureux de t'accueillir, Thomas, en tant que notre député de la circonscription et toute son équipe. On a passé effectivement une très belle journée aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié. Donc,
on avait de la chance aussi parce qu'on a eu un temps magnifique. Mais c'est vrai que ça nous a permis effectivement de présenter la commune de Saint-Laurent et puis avec ses acteurs, ses habitants et ses activités. Et puis bien sûr, en premier chef, notre marché gros. Et c'est vrai que on a découvert, on t'a fait découvrir, sachant que tu connais quand même déjà bien la commune, on t'a fait découvrir nos différentes réalisations, nos différents projets, et toujours dans la même lignée, c'est de créer vraiment une ambiance conviviale sur notre territoire, dans notre village, puis surtout apporter des services. Il y en a effectivement de nombreux, mais on souhaite vraiment continuer dans cette optique-là de développement et de l'activité pour que notre population, une population qui rajeunit, une nouvelle population qui permette justement de bien vivre à Saint-Laurent et dans les Monts du Lyonnais. Et donc maintenant, effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de sujets qu'on pourra aborder. Moi, je pourrais répondre à ce qui me concerne au niveau de la commune et on aura peut-être aussi des questions à te poser en tant que parlementaire. Et c'est vrai que je rajoute par rapport à ça, c'est que je l'explique déjà dans la vidéo là qu'on a fait tout à l'heure, mais le rôle du parlementaire aujourd'hui est complètement différent de celui il y a quelques années en arrière, où le député avait encore une fonction aussi de cumul de mandat et une fonction notamment de maire d'une commune, d'une moyenne, une petite commune. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et parce que la loi est faite ainsi. Attention, je ne vais pas rentrer dans les considérations et autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un député, il doit effectivement être sur le terrain, comme tous les élus d'ailleurs, nationaux, sénateurs et régionaux, départementaux. Et c'est vrai, le fait que tu sois venu aujourd'hui, je pense que ça te permettra aussi de faire remonter certaines situations difficiles, et économiques ou sociales ou autres, qu'on rencontre dans notre territoire. Ouais, je pense que tu as insisté sur le mot-clé qui est que effectivement, jusqu'à présent, on pouvait avoir des députés maires. Souvent, les députés étaient maires par ailleurs. Et en fait, ils essayaient de faire la loi à la lumière de ce qu'ils vivaient sur leur commune, mais ils s'intéressaient moins en tout cas aux communes avoisinantes. Aujourd'hui, quand on est député avec la loi sur le non-cumul, on doit laisser ses mandats locaux, ce qui est mon cas. Moi, j'ai démissionné de la mairie, de la communauté de communes, du syndicat des eaux. Mais la contrepartie, effectivement, est très présent pour les différentes communes pour essayer de bien comprendre les problématiques. Et voilà, mais je vous propose qu'on se voit plus long sur l'introduction, et sur les échanges, vraiment, ça peut être sur les sujets de votre choix, sachant que l'actualité regorge de sujets, que ce soit au niveau de la situation sanitaire, au niveau international, au niveau de l'agriculture, enfin beaucoup de thèmes qu'on a abordés aujourd'hui. Donc voilà, vous pouvez vraiment aborder les sujets de votre choix. Voilà. Ou également les sujets qui concernent les collectivités territoriales, puisque comme vous êtes beaucoup d'élus. Est-ce que quelqu'un veut se lancer éventuellement? Ouais, je veux bien. Je veux partir directement sur l'agriculture. Donc, j'aimerais savoir un petit peu, pas forcément votre position, mais à l'heure actuelle, on voit de plus en plus dans nos monts du Lyonnais des arrêts de ferme, une population agricole qui vieillit et des structures qui grossissent de plus en plus. Et on a, contrairement aussi, des toutes petites structures qui arrivent à bien vivre. Et c'est vrai qu'on est un petit peu inquiet de l'avenir de l'agriculture, car on voit vraiment des grosses structures se développer, et avec du transit, avec des gros engins dans nos villages. Et voilà, savoir un petit peu si quels moyens on pourrait mettre en place pour redonner un petit peu le goût à l'agriculture, à la jeunesse, parce qu'on voit vraiment que maintenant ça devient très très compliqué, et les années à venir vont être, on va dire, ça va être une grande bascule. On va voir vraiment l'agriculture changer dans le monde du Lyonnais. Ouais. Ah, tout à fait. Et je pense que le sujet de l'agriculture est vraiment majeur, puisque notre souveraineté, d'ailleurs, au niveau national, repose avant tout sur l'agriculture, sur la capacité de se nourrir par nous-mêmes, puisqu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, et si on ne veut pas dépendre des autres, c'est déjà pour se nourrir nous-mêmes. C'est pour ça que quand on regarde les grandes puissances mondiales, il n'existe pas de grande puissance mondiale qui ne soit pas une grande puissance agricole. Quand on regarde, que ce soit les Américains, les Chinois, les Russes. Donc, il faut qu'on conserve cette ambition.
auquel on rajoute également le bien manger, de maîtriser ce qu'il y a dans notre assiette, et puis tout ce qu'apportent les agriculteurs dans la vitalité des territoires ruraux, l'entretien des paysages. Enfin, voilà, quand on est agriculteur, finalement, on fait plus que produire de l'alimentation, on produit plein de choses positives également sur le territoire. Alors, sur la vision pour l'agriculture, je pense qu'il faut déjà voir les choses de manière assez positive, parce que l'autre jour, je discutais avec quelqu'un qui allait prendre sa retraite et il me disait, bon, ça fait 30 ans qu'on dit que l'agriculture, on se pose les mêmes questions d'une certaine manière, le rapport à la mécanisation, la transmission, etc. Et finalement, l'agriculture s'en est quand même toujours plus ou moins sortie. Elle a su s'adapter en permanence. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de fermes qui ont des chefs d'exploitation qui s'approchent de la soixantaine, et donc il faut gérer cette question de la transmission. Et voilà, moi je pense que ce qu'il faut arriver à faire, c'est de trouver une place pour les différents modes d'agriculture. Effectivement, il y a des fermes qui peuvent se regrouper sans faire des méga fermes, et des agriculteurs peuvent trouver leur équilibre là-dedans, avec des GAEC, avec 3-4 associés, pour essayer d'optimiser leur temps de présence sur la ferme et avoir, on va dire, des activités qui soient, et aussi un équilibre familial qu'ils trouvent par ailleurs. Et il y a des plus petites fermes aussi qui peuvent fonctionner. Voilà. Après, je ne sais pas si tu veux que je détaille les points, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a le foncier, il y a l'accès à l'eau, il y a la transmission, il y a l'installation des jeunes agriculteurs. En fait, il y a des combats à mener secteur par secteur pour faire en sorte que derrière le territoire soit attractif pour les jeunes. Mais hier, par exemple, tout à l'heure, on a vu Manu Gaillet qui vient de s'installer. Hier, j'étais à l'installation d'une nouvelle ferme également à Rontalon. Un jeune d'ailleurs qui a fait ses études à la MFR à Saint-Laurent, qui trouve derrière à Rontalon une super CUMA pour s'installer, qui a tout ce qu'il faut en termes de jeunes agriculteurs, en termes de fournisseurs de matériel. Enfin, notre territoire a quand même l'écosystème qui va bien. Et moi, si mon fils aujourd'hui qui se pose des questions sur son orientation, et s'il souhaite s'installer en agriculture, si c'est vraiment son projet, je l'accompagnerai. Je pense que s'il y a bien un métier dont on aura toujours besoin, c'est celui d'agriculteur. Voilà. Après, je ne sais pas si tu veux parler d'un segment en particulier. Vous parliez de l'eau. Il est vrai que ça devient un peu problématique, parce qu'on est de plus en plus sujet à des sécheresses. Cette année, c'est un peu exceptionnel. Mais on essaye de faire des choses, mais on a quand même… il y a beaucoup de projets qui sont bloqués par la police de l'eau, par beaucoup de choses. Donc, c'est quand même compliqué de faire de la rétention d'eau vers chez nous par rapport à la police de l'eau, entre autres. Hein. On voit que dès qu'on rencontre, je sais pas, une plantation de certains arbres ou par rapport à l'écosystème, on voit qu'il y a beaucoup de contraintes et c'est très compliqué. Ouais. Et pourtant, c'est plutôt dans l'air du temps de faire de la rétention pour pouvoir irriguer, pour pouvoir… Alors, donc là, c'est pareil. Est-ce qu'il y aurait pas… on ne donnerait pas plus de pouvoir un petit peu au monde agricole pour pouvoir leur faciliter la tâche, parce que c'est loin d'être simple sur certains projets. Sur l'eau, alors c'était la thématique d'un déplacement avec le préfet qu'on a fait à Saint-Clément-les-Places il y a 2 ou 3 semaines. Si vous avez des dossiers qui sont bloqués du fait des aspects réglementaires, franchement, on peut regarder au cas par cas. Aujourd'hui, les services de l'État sont, en tout cas, ont pour consigne de faire preuve de davantage de souplesse dans l'analyse de ces dossiers. Et si à Saint-Laurent, il y a des dossiers d'irrigation qui sont bloqués, moi, franchement, je suis prêt à regarder pour voir s'il y a vraiment un motif légitime de blocage. Le sujet qu'on a actuellement comme difficulté sur le territoire, c'est le sujet des zones rouges, notamment à Saint-Clément-les-Places ou autour. Il y a des zones qui sont définies en stress hydrique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez d'eau, notamment en période d'étiage l'été. Et là-dessus, le fait d'être en zone rouge bloque l'accès à des subventions européennes. Donc on est en train de voir avec la préfecture comment on peut faire en sorte de trouver des solutions alternatives sur ces cas de figure-là. Mais moi, je suis sur l'irrigation, je trouve qu'on peut avoir une vision positive là encore. Souvent, on parle d'irrigation en disant que c'est pour faire du maïs de manière intensive, etc. Alors que l'irrigation, c'est aussi pour l'agriculture de proximité, c'est aussi pour faire du bio, c'est aussi pour faire du maraîchage.
Et si on fait de l'irrigation en France, certes, ça consomme un peu d'électricité pour cheminer, pour transporter l'eau, mais beaucoup moins que faire venir des camions de tomates d'Espagne. Quand on regarde le bilan écologique, surtout quand on est à moins d'une heure de Lyon ou de Saint-Étienne. Donc, sur l'irrigation, enfin, vraiment, si vous avez des cas de blocage au cas par cas, on peut regarder, quoi. Après, il y a la question du financement, parce que faire un ouvrage, c'est aussi pas donné. Et le sujet sur lequel on doit se battre aussi, c'est la question du prix, du juste prix. On a vendu, en fait, depuis l'après-guerre à nos concitoyens le fait que la PAC permettait d'avoir de la nourriture pas chère dans nos supermarchés, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être remettre le prix de la denrée agricole au juste prix, quoi. Quand on voit qu'on achète le litre de lait à 34 centimes, enfin, moins cher qu'une bouteille d'eau d'Évian, on peut se dire qu'il y a peut-être un petit problème et que le consommateur serait peut-être prêt à payer quelques centimes de plus avec un très faible impact, mais par contre, pour lui, mais une grosse différence pour le producteur. Complètement. Aussi. Pierre, toi, on passe là-dessus. On a pas mal discuté. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que sur le territoire, on a de la chance aussi d'avoir la communauté de communes qui fait plein de trucs, le département, la région, qui sur les sujets agricoles ne sont pas à convaincre, donc ça avance plutôt pas mal, quoi. Enfin, voilà. Donc voilà sur l'agriculture. Enfin, on pourrait faire une soirée sur l'agriculture. Il y a plein de défis et en plus, les agriculteurs, au-delà des intérêts dont on parlait tout à l'heure en matière énergétique, que ce soit au travers des surfaces pour le panneau solaire, que ce soit au travers du biocarburant, que ce soit au travers de la méthanisation, ça va être également de plus en plus des producteurs d'énergie, les agriculteurs. On peut faire avec la méthanisation sur le territoire. Je crois que le méthaniseur qui a été installé à Saint-Denis-sur-Coise, c'est l'équivalent d'un petit millier de foyers en chauffage au gaz et qui n'est pas dépendant des prix du gaz à l'échelle internationale. Donc, c'est du gaz qu'on produit nous-mêmes et en plus qui est plus vertueux pour les questions de transition écologique. Voilà, donc, j'espère plein de bonnes choses sur l'agriculture, mais c'est vraiment un domaine sur lequel il faut rester mobilisé en permanence, ça c'est sûr. Voilà, désolé, je suis peut-être des réponses rapidement. Si en ligne vous souhaitez intervenir, je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées, n'hésitez pas à activer votre micro. Théoriquement, on devrait vous entendre. Ok, est-ce que vous nous entendez au moins en ligne depuis tout à l'heure? J'espère qu'on. Hop. Parce que le logiciel n'est pas toujours simple à utiliser. Hop, voilà. Est-ce que vous souhaitez aborder un autre sujet, à part l'agriculture? Je sens que le père ou la fille souhaite parler, mais je ne sais pas qui. Non, du tout. Allez, Roger. Non, je répète un mot, moi, sur la transition énergétique. Alors, ça va, pour des bâtiments, sur les bâtiments et puis sur ce qu'on vit en ce moment avec la hausse Du carburant. fulgurante du carburant. Donc, sur les transports et sur le bâtiment. Alors, sur le bâtiment, je pense que ça l'arrange, quand vous avez vu qu'on équipe quand même les bâtiments de panneaux. Ouais. Voilà. La simple violente, on a un exemple. Hein. Mais c'est vrai que les gens se posent. Alors, je parle aussi en tant qu'ancien artisan électricien, où je continue à avoir des gens qui se posent beaucoup de questions là-dessus parce que les gens sont perdus. En fait. Ouais. On nous dit qu'il ne faudra plus consommer d'énergie fossile, de fuel, de gaz, on va interdire les chaudières à gaz. Je me pose des questions. Alors, pour le moment, on dit qu'il faut chauffer au bois, mais tout le monde n'a pas la possibilité de chauffer au bois. L'électricité, mais l'électricité est plante aussi. Voilà, ça c'est au niveau énergétique. Moi, ça le rend au niveau bâtiment public. J'ai toujours dit c'est l'enveloppe qu'il faut privilégier et je pense qu'il faut aider les gens à isoler leur bâti. Voilà. Et puis après, il y a le problème du transport. Le problème du transport, c'est un gros souci. En ce moment, il y a des gens. Alors, il y a les gens qui sont en ville, qui profitent, qui ont des transports en commun, où c'est un peu moins problématique, mais ici, on n'a rien. Les gens sont obligés de prendre leur voiture, ça augmente considérablement les frais. Alors, on part sur l'électrique. L'électrique, personnellement, je trouve que voilà, les prix sont trop hauts pour que les gens se payent. Ils ont l'autonomie aussi, pour ça va évoluer. Voilà, donc, je ne sais pas comment vous voyez l'avenir là-dessus. Alors,
Je trouve que c'est un sujet extrêmement important, mais c'est compliqué de répondre de manière simple. Je pense que ce qui est sûr, c'est qu'on doit évoluer dans le sens où les rapports, on va dire, les prévisions du GIEC sont quand même assez alarmants. Et par ailleurs, on voit bien que dans tous les cas, les énergies fossiles qui ont mis des millions d'années à se fabriquer se raréfient et que on devrait être parmi les premières générations à connaître le monde sans pétrole et qu'il faut s'y préparer. On ne sait pas vraiment si c'est dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais le monde sans pétrole arrive, puisqu'il est de plus en plus coûteux d'aller exploiter la goutte de pétrole supplémentaire. Ensuite, une fois que ça s'est dit, je pense qu'il faut… souvent on dit la seule énergie propre est celle que l'on ne consomme pas, c'est-à-dire que les énergies, toutes par définition, sont polluantes, sont mauvaises pour la nature. Enfin, même les panneaux solaires ou le nucléaire, qui sont des énergies qui consomment qui produisent le moins de carbone, sont polluantes. Fabriquer un panneau solaire, c'est extrêmement polluant quand on le fabrique, quand il est fabriqué loin en Chine. Et au bout de 20-30 ans, les panneaux solaires, on n'a pas encore tout à fait trouvé la méthode pour les recycler quand on va en avoir des tonnes et de tonnes à recycler dans 20-30 ans. Donc je pense que la priorité doit vraiment être à l'optimisation de la consommation, soit avec l'isolation pour le chauffage, double ou triple vitrage, l'isolation par l'extérieur, tout ce qui est en train d'être fait à la salle polyvalente. C'est pour ça que l'État aide vraiment les collectivités là-dessus à isoler leurs bâtiments, et puis en plus ça fait des économies de fonctionnement, soit au travers des transports collectifs pour faciliter la mobilité collective et moins consommer d'hydrocarbures à titre individuel. Après, je pense que pour synthétiser, aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble de nos consommations énergétiques en France, on a grosso modo 75% d'hydrocarbures et 25% d'électricité. Et l'objectif, un des objectifs qu'on peut se fixer, on va dire, à horizon 2050, on va dire, d'ici une bonne vingtaine d'années, c'est que 100% de notre production électrique soit décarbonée. Et là-dessus, en France, on est déjà, grâce au nucléaire, assez en avance. On a une production électrique grâce au nucléaire, à l'hydroélectrique, au photovoltaïque, qui est peu carbonée par rapport à nos voisins. Le nucléaire a d'autres défauts, notamment le risque et la gestion des déchets également, mais il ne contribue pas du tout au réchauffement de l'atmosphère, parce que l'eau qui sort la fumée qui sort des centrales, c'est de l'eau. Ce n'est pas du tout un gramme de carbone. Et donc, je pense que la manœuvre qui est en train d'être faite, c'est de dire que si l'électricité aujourd'hui représente que 25% de l'énergie consommée, il faut que progressivement elle tende à 75%. On inverse la vapeur d'une certaine manière. Ce qui va permettre de décarboner des usages, de ne plus faire rouler nos voitures progressivement au pétrole, mais à l'électricité, qui sera décarbonée, et de chauffer aussi plus avec des pompes à chaleur ou des moyens électriques sur des bâtiments qui sont mieux isolés. Ouais, excusez-moi, mais là-dessus, moi j'étais encore en activité quand on a complètement découragé le chauffage électrique. Moi, j'ai passé des années où le chauffage électrique était proscrit. Si on faisait un bilan de la maison, si on cliquait sur le chauffage électrique, voilà. Alors, et puis maintenant, on nous dit, oui, finalement, l'électrique n'est pas si mal que ça. Donc, c'est pour ça que les gens, ils sont complètement. C'est qu'on change. Ouais, mais l'électricité, dans tous les cas, sur un bâtiment qui n'est pas isolé, ça n'a pas de sens. Et avec l'électricité, ça peut être soit du convecteur, ça peut être soit de la pompe à chaleur RR, ou soit de la pompe à chaleur aussi en géothermie. Enfin, il y a plusieurs types de. Et l'électricité se marie bien aussi par période de grand froid avec un petit complément d'un poêle à bois ou à granule, enfin en biomasse, on va dire. Donc, voilà, en tout cas, quand même, un point de certitude quand même, c'est que si on veut gagner la bataille contre le dérèglement climatique, ça passe en tout cas par une modération de notre consommation et une électrification des usages. Enfin, je pense que là-dessus, il y a un certain consensus, mais électrification des usages qui n'a de sens que si on sait produire l'électricité de manière décarbonée. Quand on regarde une voiture électrique en Allemagne qui est alimentée par des centrales à charbon, ça produit presque plus de pollution que la voiture au gasoil. Quand on fait le bilan complet, c'est juste que la pollution n'est pas produite par la voiture, elle est produite par la centrale à charbon quelques centaines de kilomètres plus loin qui produit l'électricité. Donc voilà, c'est pour ça que moi, à titre personnel, je crois beaucoup au nucléaire, on va dire, en tout cas
pour les 100 années qui arrivent, parce qu'après, il y aura d'autres modes de production d'énergie, on va dire, dans 100 ans. Enfin, les scientifiques travaillent déjà sur d'autres modes de production d'énergie, mais qu'on ne sait pas maîtriser. Mais je pense que l'humanité sera maîtrisée de l'ordre d'une centaine d'années. Mais en attendant, le nucléaire me semble la bonne option. Voilà. Et encore une fois, avec le nucléaire, on maîtrise totalement notre coût de production du mégawattheure et on n'est pas dépendant des marchés internationaux. Voilà. Après, je pense que comme dans tout, il ne faut pas être totalement binaire. Il y a des usages sur lesquels les hydrocarbures resteront peut-être encore nécessaires pendant une cinquantaine d'années, voire plus. On parlait de l'agriculture tout à l'heure. Le tracteur hydrogène, il n'est pas encore tout à fait sorti. Donc voilà, faut essayer d'être pragmatique, à la fois respecter nos objectifs environnementaux et faire en sorte que ce soit vivable par les gens, les acteurs économiques. Ouais. Donc voilà, moi, comment je vois les choses. Enfin, le passage, on va dire, à 75% d'énergie consommée en électricité, et avec l'objectif qu'on doit se fixer que cette électricité soit totalement décarbonée. Mais les centrales nucléaires ont besoin d'eau, et comme l'eau, la sécheresse s'installe de plus en plus, c'est pareil, à terme, il va y avoir aussi un problème à ce niveau-là. Elles sont toutes installées près de l'eau. Oui. Et oui. Les fleuves et tout. Alors, elles ont besoin d'eau pour. Parce qu'en fait, une centrale nucléaire, la manière dont. C'est très simple, en fait. Une centrale nucléaire, c'est une marmite dans laquelle on fait bouillir de l'eau avec la fission nucléaire pour produire de la vapeur et faire tourner des turbines, en fait. C'est comme une locomotive vapeur, sauf qu'on ne fait pas chauffer l'eau avec du charbon, mais avec des atomes qui se collisionnent entre eux et qui provoquent de la chaleur. En fait, il y a de l'eau dans les fleuves, on en aura tout le temps. Ou auquel les centrales nucléaires elles peuvent produire en bordure de littoral aussi. Bon, quand on regarde Fukushima, il faut qu'on mette la centrale quand même suffisamment loin du littoral pour être sûr de n'avoir aucun risque. Mais de l'eau, il y en aura. Je pense que le Rhône ou la Loire continueront à être des fleuves qui vont couler pendant, j'espère, de manière illimitée. C'est plus le réchauffement va plus peut-être entraîner des épisodes de sécheresse à l'intérieur des territoires. Et par ailleurs, EDF, qui gère à la fois les centrales nucléaires et l'hydroélectricité, gère des barrages en amont de chaque fleuve pour maîtriser le débit d'eau, voilà, pour lâcher de l'eau des barrages quand tu en as besoin plus bas. Mais ça rebondit aussi où, en montagne, il n'y a bientôt plus de neige, il n'y a plus de glaciers. Je veux dire qu'on se meurt quand même. Hein. Mais s'il n'y a plus de neige dans les montagnes, c'est à cause des hydrocarbures. C'est pas trop à cause du nucléaire. Ça ne s'accélérera pas demain matin. Ouais. Ah non, là, dans tous les cas, il y a une inertie. Et moi, pour tout vous dire, je me pose la question sur la capacité de l'humanité à lutter contre le réchauffement climatique. Parce que on est tous globalement perdants, mais il y a aussi des pays qui sont. La Russie, par exemple, va gagner beaucoup de terres agricoles, justement, va avoir des nouveaux. Eux, ça ne les dérange pas trop d'avoir un peu plus chaud parce que globalement, ils ont un peu trop froid. Et puis, tant qu'il y a une goutte de pétrole, moi, des fois, dans un côté un peu fataliste, je me dis que tant qu'il y a une goutte de pétrole, l'humanité l'exploitera. Enfin, les grandes démocraties, on peut prendre parfois des décisions qui vont dans le bon sens, mais je ne sais pas si l'humanité arrivera à. Enfin, des fois, je ne suis pas totalement optimiste à ce sujet-là, pour tout vous dire. On verra de quoi demain sera fait. En tout cas, sur le nucléaire, je vous dis ça parce que je viens de rendre un rapport qui a été en juillet à ce sujet-là. Il me semble qu'en termes dans la lutte contre le réchauffement climatique, j'allais dire, c'est la moins pire des modes de production de l'énergie. Et on parle souvent du réchauffement climatique et la pollution atmosphérique en France, c'est aussi 50 000 morts par an. L'ordre d'idée, hein, de manière indirecte, du fait on respire toute la journée des gaz polluants, c'est aussi coûteux en vie humaine. Ouais. Alors moi, je voudrais rebondir par rapport à la mobilité. Donc, on parlait de mobilité et autres, et c'est vrai qu'on est dans un secteur rural et dans une communauté de communes où, je dirais, il n'y a pas forcément de mobilité transversale. On a des difficultés, je dirais, des difficultés pour se rendre dans la métropole lyonnaise, ne serait-ce que pour aller au travail.
on a des difficultés aussi sur l'accessibilité de nos équipements, de nos zones d'activité. Hein, donc, et là, aujourd'hui, c'est vrai que le développer coûte cher, et puis le développer aussi, on se pose certaines questions. On se pose certaines questions. Qui a la compétence de le faire? Aujourd'hui, en plus, on a un nouvel organisme issu du Citral qui va se mettre en place et qui va justement gérer ces mobilités. Et moi, je me fais quand même du souci par rapport à ça, parce que on sera, je dirais, vu notre population, on sera très peu représenté au sein de cette structure qui sera majoritaire et issue d'élus de la métropole. Donc, on est inquiet par rapport à ça. Je voudrais avoir ta position, cette position justement du député hein, qui gère cela au niveau national et qui répercute ensuite toutes ces actions à notre niveau à nous. On a par rapport à cette mobilité, on parle toujours de la voie ferrée, donc train voyageur pour rejoindre Lyon via cette ligne de la Brévenne. On parle aussi de l'accessibilité donc à l'autoroute A89 via l'Arbrel, donc enlever ce bouchon de l'Arbrel. Donc voilà, il y a toute une. Et moi, honnêtement, les choses avancent pas forcément parce qu'il y a eu déjà dans un premier temps un blocage de l'État, un blocage du préfet qui n'a pas validé, je dirais, ce qui était proposé pour la déviation de l'Arbrel notamment. Donc, comment on peut s'en sortir et en tant que député, comment tu vois les choses et comment tu pourrais faire pour qu'on puisse avancer, tout simplement. Alors, sur la mobilité, déjà, au travers de la question sur l'énergie, on a abordé de la mobilité des transports individuels et notamment du fait qu'on n'a plus de voitures qui fonctionnent au pétrole ou à l'essence, mais à l'électrique. Donc, il y a déjà cette mobilité-là qui se transforme et qui est accompagnée dans sa transition. Après, je pense que tu abordais plus spécifiquement la question de l'offre collective de mobilité, où effectivement, là, pour le coup, c'est plus un enjeu porté par les collectivités avec l'État qui en soutient et qui fixe les grandes règles. Donc, on a eu l'occasion de voter la loi d'orientation sur les mobilités fin 2019 de mémoire, qui a son article 24, notamment qui concerne le territoire rhodanien, qui effectivement prescrit la mise en place d'un Citral élargi à l'ensemble du département du Rhône pour qu'on n'ait plus la question des bus rouges et des bus bleus. Vous savez qu'en métropole, il y a les bus rouges qui sont ceux des TCL et les anciens bus gérés par le département, les bus bleus, avec parfois un mitage qui commence à s'installer puisque certaines communes adhéraient au Citral et d'autres non, ce qui faisait que des communes étaient traversées par des bus rouges sans qu'ils s'arrêtent. Enfin, ça commençait à être un peu sous-optimal, on va dire, comme organisation. Et donc, dans les prochaines semaines, maintenant, on peut dire au 1er janvier 2022, se met en place ce Citral élargi à l'échelle de l'ensemble du Nouveau-Rhône. Et donc, on va gérer de manière rationnelle l'offre de transport en mobilité collective sur l'ensemble du Nouveau-Rhône, hors voie ferrée, qui reste à compétence de la région, et ça sera un autre sujet qu'on pourra aborder. Ce qui veut dire offre gérée de manière rationnelle, ce qui veut dire ticket unique, etc., etc. Donc ça, moi, j'ai de l'espoir sur le fait que ça permette réellement d'avancer. Effectivement, tu as souligné un point important, c'est que qui dit organisme unique dit représentativité en fonction du nombre d'habitants dans cet organisme. Et le Rhône, c'est 2 millions d'habitants. Justement, par rapport, mais là, c'est là où je ne suis pas d'accord, c'est que en réalité, on réagit toujours par rapport au nombre d'habitants, alors qu'on devrait réagir au niveau du territoire. Et pas que pour le transport, d'ailleurs. Hein. On a d'autres problématiques, on a d'autres frais, et on n'a pas les moyens, nous, forcément. Et moi, ce que je souhaite vraiment et ce que j'espère, c'est que la métropole et que le président du futur Citral, qui est le président de la métropole, eh bien, en tienne compte, qu'il y ait une solidarité par rapport à ça. En fait, je pense que si on veut de la péréquation avec les urbains, c'est au travers d'organismes communs. Quelle a été la collectivité qui a fait le plus de péréquation? C'est l'ancien Rhône à l'échelle de métropole plus partie rurale. Et c'est pour ça que pendant des dizaines d'années, on a été très aidés dans les monts du Lyonnais, parce que c'était grâce au financement des urbains. Du moment où on a créé le Nouveau Rhône, les urbains ils nous ont dit écoutez, débrouillez-vous, maintenant vous avez votre collectivité. Donc moi, j'espère bien que dans ce Citral élargi, ça sera bien une décision politique de faire de la péréquation et d'aider un peu plus les territoires ruraux dans l'amorce de leur transport collectif.
Mais effectivement, il faut y veiller. Donc, dans ce CITRAL, ce seront les communautés de communes qui seront adhérentes. Donc, il y aura un représentant un minimum par communauté de communes. Un plus suppléant. Et je pense que ce qui est extrêmement important, c'est que chaque communauté de communes il voit très clair sur ce qu'elle souhaite obtenir et bien réfléchir à son offre de mobilité et ensuite porte des projets dans le CITRAL comme ça se fait dans n'importe quelle collectivité. Voilà. Donc, et je rappelle le CITRAL, où généralement les syndicats comme ça qui gèrent des mobilités, il y a sur 100 € financés, il y a un tiers lié aux tickets des abonnés. Donc, les tickets qu'on paye, ça finance seulement un tiers des abonnés. Il y a un tiers du versement transport. Donc là, c'est la fiscalité payée par les entreprises. Et il y a un tiers des subventions des collectivités qui sont membres, pour faire simple. Donc, voilà, c'est ces règles des 3 tiers qui permettent le financement des collectivités qui s'occupent du transport. Donc voilà, enfin, en tout cas, moi, je suis plutôt optimiste sur le fait qu'à partir du 1er janvier 2022, il y aura un syndicat qui va gérer ça. Mais est-ce qu'il ne va pas le gérer de trop loin, quoi? Il y aura plus on grossit les structures et plus, je dirais, la gestion est difficile derrière. Au-delà de la grosseur, c'est est-ce que dans ce nouvel organisme, les spécificités, vous l'avez dit, la circonscription est immense, les problématiques liées au transport en commun ne sont pas les mêmes à Brignais qu'à Saint-Laurent-de-Chamousset. On n'utilise pas les transports pour la même chose, on n'en a pas besoin pour la même chose. Ici, on va aller voir un spécialiste. Il faut qu'on puisse se déplacer, même s'il y en a de plus en plus à Saint-Laurent. Ce n'est pas forcément le cas à Brignais, enfin je prends Brignais, mais toutes ces communes-là. Est-ce que cet organisme va prendre en compte ces spécificités-là des territoires et pas uniquement le nombre d'habitants, ni même la superficie? C'est vraiment une question de... Enfin, parce que moi, ces transports en commun, c'est un vrai problème. On écoute la télé, on écoute la radio. Le discours est hyper culpabilisant pour les gens qui utilisent la voiture. C'est assez frustrant parce qu'on n'a rien fait de mal. Mais la question, c'est que même si on voulait le faire, on ne peut pas le faire. On n'a pas de solution. J'ai une ligne de bus qui va à Lyon avec des horaires, bon, c'est déjà pas mal. Le 142, hein. Voilà. Moi, je suis revenue à Saint-Laurent, m'installer à Saint-Laurent pour différentes raisons et puis parce que je peux me le permettre. Aujourd'hui, je dis, bon, je ne veux pas prendre ma voiture, je veux aller travailler à Lyon, c'est pas possible. En tout cas, je pense qu'il y a plusieurs choses. Donc, il y a dans ce que vous avez abordé, il y a la gouvernance interne du CITRAL, c'est-à-dire comment on prend les décisions. Et là-dessus, il y aura des élus urbains et ruraux. Et donc, il faut qu'il y ait une discussion pour que les élus ruraux fassent défendre leur position. Ça va être compliqué pour eux, quoi. Mais ils seront. En tout cas, il y aura. On sait clairement ce que va payer le territoire en termes de subventions, ce qu'il va payer en termes de versement de transport, ce qu'il va payer en ticket. Donc, à minima, le niveau zéro de la discussion, c'est on en veut pour notre argent. C'est-à-dire, nous, notre territoire, il paye ça, et on veut pour tant de transport de bus. Et quand on regarde les contrats qui ont été négociés des bus bleus, c'est un coût ça a été très très mal négocié. Le CITRAL a une force de frappe, ce qui fait que ils ont négocié des coûts de bus d'une certaine manière beaucoup moins importants. Et puis il y a tout un ensemble d'applications, de cartes, etc., qui fait que je pense que l'offre devrait s'améliorer. Donc ça, c'est sur la partie gouvernante. Le territoire, c'est qui va le représenter? C'est Régis. C'est Régis. Régis Chab et Jérôme sera. Et Jérôme sont suppléants. Voilà. Ok. Donc là, il y a du travail à faire. Nous, en tant que députés, on est là pour accompagner si toutefois il y a des déséquilibres qui se créent. Mais aujourd'hui, on a des élus métropolitains. Alors, c'est pas tellement notre. Mais voilà, en tout cas, ils veulent promouvoir le transport collectif à fond. Donc, on va les prendre au mot. Ensuite, sur la question, donc ça c'est la question de la gouvernance. Sur la question de comment on s'organise, effectivement, moi je pense que la ligne 142 n'est pas la bonne solution. Parce que c'est une ligne qui s'arrête trop souvent et au final vous mettez 1h30 pour aller du CMA, là, du centre médical à Lyon parce qu'elle s'arrête trop souvent. Moi je pense qu'il faut gérer la ligne, il faut gérer le transport collectif avec des grandes lignes qui structurent le territoire et qui s'arrêtent peu souvent. Et je trouve que le bon exemple, parce que moi je suis un grand utilisateur de la ligne 2X. Moi, quand je vais à Paris, je ne prends plus ma voiture en tant que député parce que j'ai ma ligne 2X qui m'amène au métro. Je fais un saut de métro, je suis à Pardieu. J'ai pas besoin de laisser ma voiture toute la semaine traîner à Lyon. Je suis hyper content. Mais parce qu'il y a une ligne qui a été pensée pour
faire des sauts importants et aller aussi rapide que la voiture, voire plus, parce que quand elle pénètre dans Lyon, après, elle a un tracé particulier qui fait que... Voilà. Et quand vous avez un truc qui va aussi vite que la voiture, qui vous coûte beaucoup moins cher, parce que c'est 2,10 €, alors qu'à l'aller-retour à Lyon, il ne faut pas se leurrer, c'est au moins 50 € quand on calcule l'ensemble des coûts sur une voiture. Hein. Si l'administration fiscale vous rembourse à 50 centimes du kilomètre, c'est pas pour faire plaisir, c'est que quand on calcule les pneus, l'assurance, l'entretien, les voitures, c'est 50 centimes du kilomètre pour cette voiture. Donc 50 km aller, 50 km retour, ça vous coûte 50 €. Et donc quand vous allez aussi vite et que vous ne payez pas 50 € mais 2,10 €, le calcul il est vite fait. Et donc je pense que ce qu'il faut réfléchir sur ce territoire, et c'est le but vraiment de la communauté de communes de porter cette voie-là aussi, c'est de dire nous on veut un axe structurant avec l'équivalent d'un 2 axes qui fasse que des arrêts, par exemple à l'Arbrel, à la Giraudière, à Saint-Laurent, enfin, sans tous les intermédiaires. Il n'y a pas besoin de s'arrêter ensuite parce que le réseau des TCL prend le relais. Donc, une fois qu'on rentre dans la zone urbaine, la ligne elle file directement au métro. Et ensuite, au-delà de ça, nous, on veut un peu de capillaire, c'est-à-dire réfléchir au dernier kilomètre. Comment on fait le dernier kilomètre? Et là, je pense que ça ne se fait pas forcément par du bus. Ça peut se faire par des petits réseaux de bus, pourquoi pas. Je pense qu'il faut être... aujourd'hui, il y a des petits véhicules qui se développent. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, les Citroën Ami, qui ne valent pas très cher. Enfin, non, mais je connais, je travaille avec eux. Bon, voilà, qui roulent en autonomie électrique. Moi, il me semble qu'un truc intelligent, ça serait d'imaginer plein de petites stations et on arrive en bus ou en train, peu importe, et on fait les derniers kilomètres avec ça. Moi, je vois plutôt les choses comme ça. Ou alors, mais même franchement, entre nous, vous prenez votre voiture, vous allez attraper la ligne, vous faites même 2-3 km, même 10 km en voiture pour aller attraper la ligne. Vous pouvez rentrer avec votre propre voiture, je trouve que c'est un bon deal aussi. Hein. Ça. Après, la problématique du stationnement aussi, enfin là, on rentre dans quelque chose. Enfin, je pense qu'on ne peut plus concevoir, quand je vois que le tram-tram monte à Saint-Bel, que Saint-Bel, le parking est plein à l'Arbrel aussi. Enfin, je pense que les élus, il faut qu'on leur dise quand on vous amène un service, c'est très bien pour votre commune, mais acceptez d'avoir du parking. Parce que en fait, c'est toujours le même truc. Tout le monde lève la main pour avoir un offre de transport collectif et à la fin, personne ne fait du parking parce que ça génère de la nuisance pour la commune. Voilà. Donc, il faut dire, on vous amène une offre de transport collectif, il y a du plus, mais il faut tolérer aussi qu'il y ait un peu de trafic supplémentaire de voitures, de gens qui viennent prendre ces transports. Et l'Arbrel, c'est un parking relais, il faut un abonnement pour. Ouais. Voilà. Ouais. C'est dommage. Moi, je prends régulièrement, m'arrive de prendre régulièrement le train, mais si j'ai pas d'abonnement, j'ai pas de parking. Et l'Arbrel, pour se garer, c'est compliqué. Ouais. C'est une usine à gaz. Donc, moi, ce que vous avez présenté, oui, pour moi, effectivement, c'est la bonne solution. Encore faut-il que ça arrive proche de chez nous. Voilà. Je pense ça sera le travail, j'imagine, d'une nouvelle organisation. Je pense que Saint-Laurent est quand même la commune structurante du coin. Donc, la ligne, l'équivalent 2 axes d'ici, il faut qu'elle passe à. Enfin, il me semble que Saint-Laurent est légitime pour dire qu'elle doit passer ici, la ligne. Moi, 2 axes, Saint-Ex, j'y vais en voiture. Hein. Là, à l'heure actuelle, je ne me pose pas la question. Ouais. Le prix du parking, vous partiez un peu plus de 8 jours, le P5, voilà. Ouais. Donc oui, une ligne comme ça, c'est économiser un mois et à la planète. Ouais. Effectivement, ma sœur qui habite à Duverne, c'est génial, toutes les heures, il y a la ligne de Saint-Saint, elle peut faire une demi-journée, on peut faire l'aller-retour sur Lyon, alors que nous, ici, pour le moment, la ligne sans lanterneuse, comme vous disiez, moi j'y vais, je la prends pour faire du tourisme allemand. Et je crois qu'il y a plus de créneaux horaires aujourd'hui quand même. Oui, mais quand on travaille avec des horaires. Ils ont lancé un test là-dessus au niveau de la région. Bon, non, mais c'est très bien. Mais il y a quand même encore des choses à faire. Des navettes plus souvent. Oui, il y en a davantage, mais je pense qu'ils devraient supprimer quelques arrêts. Mais enfin, après, tu vas dire, aux endroits où ils s'arrêtent plus, ça va être compliqué. Il y a peut-être 2-3 communes, ils ne vont pas être contents. Non, mais c'est sûr. Oui, quand on n'a qu'un kilomètre à faire, ou 2, la frangine de Duverne, la ligne de Saint-Saint, on prend la voiture en 5 minutes, on est à son bus, quoi, de 2 €, effectivement. Les 50, c'est quand même vachement pratique. Hein. Et Saint-Laurent est quand même défavorisé, là. Hein. Par rapport à Saint-Saint. Alors, je ne sais pas historiquement qu'est-ce qui fait que Nous, je sais qu'historiquement, Maurice Cellier, notre ancien conseiller départemental du canton de Saint-Saint, a beaucoup œuvré. Je ne sais pas si c'est l'action des conseillers départementaux.
Bon, ben, mais passé un moment, on avait des lignes, je dirais, c'était pas encore le 542, c'était le T66. T66. Ouais, T66. Et il y avait justement, où ils avaient instauré, donc c'est à l'époque de Michel Mercier, ils avaient instauré justement le déplacement à 2 €. Et on avait des lignes T66 qui étaient plus importantes. Après, donc, le problème aussi, il se passe aussi, c'est que derrière, il faut aussi que le service, il soit rentable, c'est pas le mot, mais il faut vraiment que les gens l'utilisent. Et là où on n'a pas été bon, à mon avis, c'est que la communication n'a pas été bonne du tout, quoi. Et il faut aussi éduquer les gens, on va dire ça comme ça, ou prendre le car, ou alors le prendre de train, parce que ça aussi, c'est, je pense, un projet qu'il faudra vraiment qu'il avance dans les prochaines années. Mais c'est un problème d'éducation des gens, tout simplement. Et de communication. Et moi, de communication. Quand la ligne, ce qui est une très bonne chose, Pierre, je te remercie, c'est remise à passer ici, c'est moi qui l'ai dit à certaines personnes qui n'avaient pas eu l'information. Et ça, c'est un problème, parce que beaucoup de gens sont prêts à prendre le bus, n'ont pas envie de se prendre la tête, à se garer à Lyon, n'aiment pas conduire en ville. Si un jour ou l'autre à Lyon, de toute façon, on ne pourra plus rentrer en voiture. Hein. On vient se le dire, à un moment ou à un autre. Hein. Donc, pour ça, il faut mieux anticiper. Et c'est là aussi que tous ces transports-là, il faut que la métropole mette la main à la poche pour nous aider financièrement. Je crois que nos gens qui travaillent justement sur Lyon et autres, elles doivent derrière assurer un petit peu ça quand même. On leur amène. Alors, sur le territoire, effectivement, il y a la question du train que tu as évoqué, Pierre. Effectivement, il n'est pas forcément pertinent d'avoir l'équivalent du 2X qui suivent le train. Je pense que moi, il me semble qu'ici, un des trucs intelligents, ça serait de dire, plutôt que d'avoir un bus qui pénètre jusqu'au bout, on a plutôt un bus qui tourne très souvent jusqu'où le tram-train arrive, quoi. Et par contre, qui se synchronise bien en termes d'horaire pour avoir un haut niveau de service. Le sujet qu'on a, c'est que par la loi, on a résolu le sujet bus bleu, bus rouge, pour faire simple. Par contre, la compétence tram-train reste à la région, ce qui est sur le sujet, il n'y a pas de problème. Par contre, le Citral et la région ont historiquement du mal à se mettre d'accord, ne serait-ce que pour une tarification unique. Alors, et donc là, je pense qu'aussi bien côté Citral que côté région, ils se rendent compte du côté un peu absurde de la situation et j'espère qu'ils vont avancer parce qu'en fait, la tarification unique, c'est juste du papier, hein, c'est juste une convention où imaginons si on paierait notre ticket, on rentrerait dans le tram-train avec un ticket rouge, c'est juste de dire c'est le Citral qui perçoit l'argent du ticket rouge, il estime qu'il y en a tant qui est issu à la région et donc il reverse un gros chèque à la région pour le compte de chaque utilisateur. Et donc, en tout cas, c'est assez incompréhensible qu'aujourd'hui, ils ne parviennent pas à se mettre d'accord. Voilà. Parce que là, il y aurait une complémentarité évidente quand on regarde ça vu de la Brévenne. Et le deuxième point, c'est que là, je pense que le tram-train, sans promettre qu'il arrive jusqu'à Sainte-Foy, à mon avis, ce qui n'est pas un sujet pour les 15 ans qui arrivent, je pense que le saut supplémentaire peu avant la Giraudière est tout à fait possible. Parce que quand on regarde le parcours, effectivement, à partir de la Giraudière, il y a des viaducs, enfin, c'est assez coûteux, mais jusqu'à la Giraudière, c'est léger à faire. Je veux dire, il n'y a pas de grosses infrastructures, on n'a pas encore attaqué le dur de la montagne. Et donc, on pourrait à minima, je pense que ce qui est accessible dans le mandat de la région qui attaque, c'est de faire ce saut supplémentaire et de bien prévoir effectivement l'accès au parking. Et si on voulait aller vraiment jusqu'au bout, on pourrait même imaginer une plateforme multimodale où on puisse avoir des trains qui transportent du caillou. C'est-à-dire qu'on ait des camions qui fassent juste 1 ou 2 kilomètres pour transporter les cailloux des carrières, qui les versent dans la plateforme multimodale et ensuite ça part. Ensuite, les cailloux, ils partent pour 300 ou 400 kilomètres pour des voies de chemin de fer. Moi, tu parles effectivement de la compétence train, donc voyageurs, train, transport, matériaux et autres, de la région. Mais bon, il y a quand même où ça bloque quand même, c'est via la SNCF. Donc si le projet n'est pas allé plus loin, c'est que de toute façon, la SNCF, je dirais, il n'y a pas mis du sien. Et c'est là, pour moi, le rôle de l'élu national, le rôle de l'État, c'est je dirais, de mettre la pression justement à la SNCF pour leur expliquer un petit peu les choses et sur la réalité. Parce que cette ligne, effectivement, elle a été fermée, mais je me dis quelque part, volontairement, il n'y a pas eu forcément un entretien qui aurait dû être fait par la SNCF.
Et donc, on parle, c'est Réseau Ferré, c'est donc Réseau Ferré de France, c'est ils ont abandonné cette ligne et volontairement. Donc, je me dis après derrière, ben ok, on y va, mais il faudra payer tant. Et puis la SNCF, si elle a même pas mis 1 million sur la table, quoi, pour un montant de 13 millions d'euros de travaux. Donc voilà, il y a aussi le bas blesse, il est là, c'est au niveau des services de l'État, au niveau des services de Réseau Ferré de France, de SNCF, où volontairement on a laissé pourrir la situation. Ouais. Moi, franchement, je l'ai aussi analysé comme cela. Toi, tu parles pour l'arrivée jusqu'à la patte. Ouais, c'est ça. Bien sûr, au départ. Donc, on a abandonné le projet. Bon, après, on a trouvé Lafarge, parce que nous, ce qui concerne notre commune, il ne faut pas oublier quand même que les carrières Lafarge sont sur notre territoire, hein, et que c'est une entreprise importante pour nous. Et c'est vrai que j'étais très, très inquiet. Bon, ils m'ont rassuré. Hein, ils m'ont rassuré, mais je ne suis pas complètement rassuré, c'est pas vrai. Donc, quelque part, voilà, c'est aussi l'économie locale qui en prend un coup. Donc, il y a toute cette accumulation un petit peu de choses qui font que, et parce qu'il y a un choix délibéré de dire, bah, j'irai sur ce secteur-là, voie ferrée haute, ça ne nous intéresse pas. Par contre, sur d'autres secteurs, bah, ça nous intéresse un peu mieux. Voilà, au niveau, je dirais, des administrations et des infrastructures ferroviaires. Voilà. Mais en tout cas, sur le seul trafic, il y avait 2 trains par semaine, c'est ça, sur le Caillou. En fait, voire un peu plus. 2 ou 3, mais on va dire il y avait un trafic quand même que peu importe qui paye, parce que si c'est la SNCF, c'est de l'argent public, hein, d'une certaine manière. Le montant de travaux qu'il fallait faire pour rénover le viaduc, etc., pour 2 trains, enfin les 10 millions d'euros qu'il fallait mettre, était pas forcément, c'est juste avant. Mais je suis d'accord, mais je suis d'accord. Mais sur le principe, voilà, on n'a pas, je dirais, on a laissé un petit peu la situation, comme je dis, c'est tout. Après, moi je pense que le sujet auquel ce qu'il faut absolument garder, c'est l'emprise de la voie de chemin de fer. Et il me semble que, alors déjà, il faut faire l'étude pour dire combien ça coûterait d'amener le tram-train jusqu'à Sainte-Foy, ce qui serait pour le coup. Sainte-Foy aujourd'hui, c'est un peu utopique. Ça serait idéal, mais quand même. Je pense que déjà, si. Faire un mois la Giraudière, c'est bien. Et il me semble qu'en complément de la Giraudière, on va avoir des nouvelles formes de mobilité, y compris sur voie ferrée beaucoup plus légères, avec notamment des wagons à la demande, où tu rentres et tu peux. Pour avoir un petit wagon qui fait des allers-retours, il y a des sociétés qui commencent à proposer des choses là-dessus. Peut-être que ça sera une. Mais là, il y a donc un projet de vélo-rail entre Sainte-Foy et la Giraudière. En tout cas, si déjà il y avait la Giraudière avec un beau parking, bien sûr, ça serait déjà. Et puis un bus qui fait un niveau de service derrière qui passe souvent, quoi, ça serait déjà. Et puis. Voilà sur les mobilités, mais dans tous les cas, au travers des sujets que vous avez abordés, je trouve que il y a la mobilité et l'énergie, ça sera 2 gros sujets dans tous les cas des années qui arrivent. Hein. Mais il y a des sujets qui ont été traités. Quand on regarde, il y a dans les années 50, l'accès à l'eau, c'était un sujet aussi où on se disait dans les mondes lunaires, voilà, ça va être comment on va faire, quoi. On va jamais y arriver. Et pourtant, les communes se sont mises ensemble et ont développé les moyens qu'il fallait pour développer l'eau. Et c'était des chantiers titanesques. Donc, j'ai plutôt confiance que quand tout le monde saura bien remonter les manches, la mobilité, on devrait quand même arriver à gérer. Voilà. Comme on a su gérer d'autres mutations précédemment. Après, il ne faut pas non plus vendre que dans les monts du Lyonnais, on aura le même niveau de service que dans les métropoles. Il faut qu'on fasse attention parce que si on amène, je dirais, une bonne voie de communication jusqu'à chez nous, on va se faire envahir par les Lyonnais. Donc, tant qu'à faire, il faut être prudent. Les Lyonnais ne sont pas des Parisiens, ça a Non, mais j'aime bien les Lyonnais, attention. Hein, mais bon. J'en suis une. Non, mais je pense que tu as tout à fait raison de dire. Quand on dit, c'est pour ça que moi, sur le contournement de l'Arbrel, comme sur la 45, je reste partagé. Je pense qu'il faut bien avoir conscience que si on améliore le flux de communication nettement vers un territoire, on n'a plus tout à fait le même territoire. Parce que, on ne peut pas dire on améliore la route, par contre on interdit aux gens de venir s'intéresser. Il y a un juste milieu. Ouais. Et c'est pour ça que moi j'étais plutôt défavorable au projet d'A45 entre Lyon et Saint-Etienne, parce que en matière de transport aussi, c'est un peu l'offre qui crée la demande, quoi. Et plus vous mettez des routes importantes aussi, et plus vous générez des Stéphano, des Lyonnais qui disent tiens, je vais répondre à un boulot qui est
dans la ville d'à côté parce que je peux y aller en une demi-heure en voiture. Et la force des Monts du Lyonnais, je trouve, c'est d'avoir su conserver ce tissu économique avec le taux d'actifs qui travaillent sur place, quoi. C'est ça c'est à ça aussi on réduit les mobilités en rapprochant également les lieux de production des lieux d'habitation. Et il y a des territoires là-dessus qui sont totalement sinistrés où il n'y a plus une entreprise, quoi. Et donc tous les matins, il y a le territoire qui déménage en voiture vers la ville d'à côté. Les Monts du Lyonnais ont pas ça, et heureusement. Voilà, il nous reste encore quelques minutes. Moi, j'ai un autre thème que je souhaite qu'on aborde, c'est le thème de la santé. Et donc, effectivement, donc, tu as pu voir que sur la commune, donc, on a, je dirais, construit une belle maison de santé avec 21 praticiens. On souhaite encore qu'il y ait au moins un médecin supplémentaire qui vienne. Bon, voilà, on travaille tout pour ça. Donc, c'est des choses qui avancent et c'est vrai que, par contre, bon, on a toujours quelques difficultés, justement, pour avoir peut-être des permanences, notamment de spécialistes et autres, qu'on pourra accueillir à cette maison de santé. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième point, donc, on avance sur cela. C'est au sujet, donc, du centre hospitalier et donc de Saint-Laurent, donc, qui aujourd'hui donc, est associé et qui est dans la même structure donc, des centres hospitaliers des Monts du Lyonnais, avec donc, les hôpitaux d'Autriware, de Chazelles-sur-Lyon et de Saint-Saëns. Et c'est vrai que les projets, donc, il y a dans notre structure, on budgète aujourd'hui pratiquement 50 millions d'euros pour reconstruire à Chazelles, donc là, ça a commencé, pour construire à Saint-Saëns, et ça, j'espère que ça se fera aussi dans les meilleurs délais maintenant. Et donc, Autriware, aujourd'hui, donc, est un hôpital qu'on a aménagé il y a une quinzaine d'années et qui fonctionne bien et qui est spacieux et qui est très adapté. Et donc, on a la réhabilitation donc, de notre hôpital en EHPAD, donc à Saint-Laurent, la réhabilitation complète avec, je dirais, la refonte la mise en place d'un aménagement avec des chambres adaptées, etc., etc. Donc, c'est un projet important, mais je suis quand même un petit peu inquiet sur le fait de dire que, effectivement, tous ces projets, on ne peut pas forcément les mettre les uns avec les autres, et on peut aussi les faire les uns après les autres. Et c'est là que moi, je souhaite insister, je voudrais avoir ton avis là-dessus, je souhaite insister pour dire que Saint-Laurent et l'hôpital a fait un gros effort, puisqu'il va perdre, on va dire, ses lits SSR, ses lits soins de suite, ses lits médicalisés. Il va les perdre, mais ils ne vont pas bien loin, ils vont à Saint-Saëns. Donc là aussi, ça a été un élan, je dirais, de mutualisation et de solidarité qu'on a entre nous et qui existe encore. Et c'est vrai que pour ce qui nous concerne, donc, il va falloir quand même qu'on réagisse par rapport à ça et que moi, je souhaite vraiment qu'on garde encore un peu de médicalisé dans l'hôpital. Mais et là, on compte sur toi en tant que député pour influencer, je dirais, les différents services, notamment ARS et autres, justement pour que ces travaux puissent débuter avant que l'hôpital de Saint-Saëns soit terminé. En gros, c'est ça, et qu'on puisse vraiment aller dans les objectifs qu'on s'est donnés. Et aujourd'hui, je suis optimiste. Au contraire, je me suis bien battu jusqu'à matin et je me battrai encore pour que ça se réalise. Et puis avec le président donc, Jérôme Mabineau, maire de Saint-Saëns, il en est tout à fait conscient. Et voilà, il faut qu'on avance. Et c'est vrai que la position de l'élu national vis-à-vis justement des services de l'État et des services de l'ARS peut nous aider énormément pour qu'on puisse concrétiser tout ça dans des délais raisonnables. Je ne dis pas l'année prochaine, mais il faut impérativement qu'en 2024, que ce projet soit réalisé ou se termine pratiquement, tout simplement. Ouais. Alors, sur la maison de santé, franchement, super le projet qu'on a visité tout à l'heure. Enfin, il y a une action énergique de la commune et vraiment, ça fait plaisir à voir. Et je pense que ces projets de maison de santé renforcent vraiment l'attractivité médicale du territoire. Parce que voilà, quand on a un jeune médecin aujourd'hui, s'installer tout seul, c'est beaucoup moins attractif que s'installer à un endroit où il y a déjà 2 ou 3 médecins. Donc, vraiment, vraiment bien. Le deuxième point positif, c'est le centre médical de l'Argentière. Donc là, il y a un projet qui date d'une quinzaine d'années. Donc, cette semaine, j'ai rencontré plutôt la semaine dernière, c'était mardi ou mercredi dernier. Fabienne était présente aussi à Paris. On a rencontré le directeur général de Partage et Vie, donc le grand dirigeant, on va dire, de la fondation qui gère le CMA. Le directeur du centre médical était aussi.
Et donc, on a bon espoir que d'ici la fin de l'année soit concrétisé le projet de reconstruction du centre médical de l'Argentière avec une modification de l'offre de soins, voilà, pour que ça avance bien. Et enfin, tu disais, il y a ce projet des 3 centres hospitaliers des Monts du Lyonnais, où effectivement Chazelle se lance, parce que Chazelle était vraiment dans des conditions encore plus déplorables que ceux de Saint-Saint et de Saint-Laurent-de-Chamousset, avec même des questions de commission de sécurité qui ne voulaient plus valider l'accès au bâtiment. Derrière, effectivement, dans la séquence, il y a la reconstruction à Saint-Symphorien-sur-Coise, dont j'espère aussi qu'elle devrait pouvoir être validée d'ici la fin de l'année. Ça fait aussi 15 ans que ce projet traîne. Et puis, enclencher le plus rapidement possible Saint-Laurent de Chamousset. Voilà, mais là, pour le coup, je n'ai pas de vue sur les délais, mais je peux témoigner de l'énergie qu'il met à chaque conseil de surveillance pour remettre le sujet sur la table. Concernant, juste pour dire un mot, concernant les lits de SSR, en fait, on en avait, je crois, 24 à Saint-Symphorien-sur-Coise, une vingtaine à Chazelle, une vingtaine à Saint-Laurent. Et les organisations, le schéma régional d'organisation sanitaire disait tous les services de moins de 50 lits sont fermés. Donc, on avait soit le choix de se voir fermer nos 3 services du SSR, soit le deuxième choix de dire si on a une stratégie collective, si on les regroupe, on peut atteindre la taille critique pour faire en sorte que ça fonctionne. Et là encore, donc là, moi, je n'étais pas député à l'époque, j'étais président du conseil de surveillance de l'hôpital de Saint-Symphorien-sur-Coise. Et donc, avec Pierre Véricel, maire de Chazelle, on a réussi à converger pour trouver une solution pour effectivement regrouper les lits de SSR à Saint-Symphorien-sur-Coise, et puis en modifiant également d'autres paramètres pour que personne ne soit lésé. Donc voilà, donc moi en tout cas dans l'ordre des choses, j'espère que Saint-Symphorien-sur-Coise peut se valider, on va dire, d'ici la fin de l'année, et qu'ensuite ça permettra de donner de la visibilité pour engager les travaux de restructuration à Saint-Laurent, et qu'il faut veiller dans tous les cas au maintien de plus de ressources médicales possibles à Saint-Laurent. Ouais. Voilà. Sachant que nos EHPAD, on en aura bien besoin dans les années qui arrivent, compte tenu du vieillissement de la population. Tout à fait. Et puis on s'est aperçu quand même qu'ils n'étaient pas du tout adaptés par rapport à la pandémie. Covid, c'est clair. Ouais. Donc après, c'est pour ça les messages, il faut les faire passer derrière, parce que tout le monde en est conscient. Et là, je parle au niveau des gouvernements, quels qu'ils soient d'ailleurs, attention, je ne veux pas politiser tout ça, loin de là. Et oui, c'est bon, oui, on s'est aperçu qu'effectivement, pendant ce Covid, il y avait un vrai problème au niveau des installations des établissements. Et aujourd'hui, bon, je ne vois pas forcément, je dirais, des lois je dirais, qui pourraient être votées pour donner des moyens pour justement faire tout ça. Je le vois pas aujourd'hui, ça. Et alors qu'on est vraiment en pleine, enfin, j'espère que la crise de Covid va se terminer, mais elle n'est pas encore, qu'on soit clair, et à partir de là, qu'on prenne des décisions au niveau de l'État pour se donner des moyens pour faire tout ça. Ouais. Alors, on n'a peut-être pas assez communiqué là-dessus, mais donc il y a eu le Ségur de la santé, donc, qui a permis de revaloriser les professions de soins, mais qui est aussi un plan investissement. Et si on arrive à sortir simultanément les projets de centre hospitalier des Monts du Lyonnais et du centre médical, qui sont chacun des projets à plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est grâce au centre médical, c'est de l'ordre de 30 millions. Ouais. Et enfin, quand on regarde sur notre territoire qui fait environ 30 000 habitants des Monts du Lyonnais, tu as vite fait la clé de répartition, c'est 1 000 ou 2 000 euros par habitant. Donc, pour dire que ça mobilise, on va dire, beaucoup d'argent public, c'est c'est en bonne partie grâce au Ségur, grâce à l'aide exceptionnelle aussi qui est prévue dans le plan de relance pour reconstruire ces centres hospitaliers. Et là, on fait du job pour les 100 ans qui arrivent, quoi. Donc, le centre médical, si on le pérennise maintenant, il continuera à faire le job pour les 100 ans qui arrivent. Idem sur nos centres hospitaliers. Sachant que pour ce qui concerne le centre médical, c'est quand même la Fondation Partage et Vie qui met un gros billet dans l'investissement. Alors que pour ce qui nous concerne, les établissements publics, c'est pas le cas. C'est pas du privé. Mais l'ARS va quand même financer une partie et donne les autorisations d'engagement, parce que derrière, c'est l'ARS qui fait que, avec la CEPAM, il
y a de l'argent qui vient facturer les soins, et c'est pour ça que la fondation est complètement équilibrée. Bien sûr. Donc, enfin, moi, c'est toujours compliqué de juger nous-mêmes notre action, mais si dans les 3-5 ans qui arrivent, on arrive à refaire le CMA, le centre hospitalier à Saint-Cyr, à Chazelles et à Saint-Laurent, j'allais dire presque qu'on peut mourir tranquille. Quoi. Enfin, Ah oui. Non, mais peut-être en fin de vie, on sera peut-être. C'est comme. Non, mais en termes de financement, enfin, je pense que. Enfin, vu les montants en jeu et ce qu'il a fallu trouver comme accord, alors qu'on sait que dans la relation entre les communes, c'est pas toujours simple. Hein. En tout cas, moi, je serais satisfait si on arrive à ça. Voilà, il y a plein de sujets. Je ne sais pas s'il y a encore un dernier sujet. Sinon, je vois que c'est 8 heures. Bon, merci en tout cas à ceux qui nous ont suivis en ligne, même si personne n'est intervenu. Bonne soirée à vous. Je clôture ici.